Bienvenue sur les sables du temps. Une chaîne où l'on explore l'histoire, ses figures et les leçons qu'elle laisse derrière elle. Aujourd'hui, direction l'Afrique du Sud. Voici l'histoire d'un homme qui a transformé la souffrance en force et la colère en espoir. Dans les collines du Transkei, au cœur de l'Afrique du Sud, un enfant vient au monde en 1918. Son nom, c'est Rolihlahla, un mot Xhosa qui signifie « celui qui remue les branches » ou, plus familièrement, « fauteur de troubles ». Et sans le savoir, c'est exactement ce qu'il allait devenir. Un homme qui remuera les consciences, les lois et jusqu'à la structure d'un monde bâti sur l'injustice. Mandela grandit dans un petit village du clan Tembu, où la culture ancestrale Xhosa rythme le quotidien. Les rites d'initiation, les récits oraux, la fierté des anciens. Mais autour, l'Afrique du Sud change déjà. Le pays vit sous le dominium britannique, après plus d'un siècle de lutte entre les colons britanniques et les Boers, descendants des Hollandais, installés au XVIIe siècle. Deux puissances blanches qui, malgré leur rivalité, partagent une même certitude, la supériorité raciale. Son père, chef respecté, perd son statut après un conflit avec un administrateur colonial. La famille est forcée de quitter son village natal. Ce traumatisme marquera profondément Mandela. Il comprend très jeune ce qu'est l'humiliation de l'autorité injuste. Il reçoit une éducation d'influence britannique dans des écoles missionnaires. Là, on lui donne un nouveau nom, Nelson, parce qu'à l'époque, les instituteurs anglais trouvent les noms africains trop compliqués. C'est anecdotique, mais symbolique. C'est le premier signe d'un système qui cherche à effacer les identités. À l'université, il découvre la politique, la ségrégation, mais aussi la solidarité. Il rencontre Oliver Tambo, futur compagnon de lutte, et s'engage au Congrès national africain, l'ANC. Son objectif, à ce moment-là, est simple, résister sans haine. Il croit en la parole, aux manifestations pacifiques, à la persuasion morale, mais au fil des années, la répression s'intensifie. Les arrestations arbitraires se multiplient, des quartiers entiers sont rasés, des familles déplacées. Le régime blanc, majoritairement afrikaner, verrouille tout. Et Mandela comprend une chose essentielle, la non-violence, seule, ne suffit plus. En 1961, il cofonde Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, la branche armée de l'ANC. Leur objectif n'est pas la terreur, mais le symbole, frapper les infrastructures du régime pour forcer le dialogue. Une stratégie risquée, mais réfléchie. Mandela sait qu'il met sa vie en jeu. En 1962, il est arrêté. Les accusations s'enchaînent. Sabotage, complot, trahison. Lors du procès de Rivonia, il ne se défend pas vraiment. Il témoigne. Et son discours restera gravé dans l'histoire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique. Un idéal pour lequel je souhaite vivre, mais, si nécessaire, pour lequel je suis prêt à mourir. Le verdict tombe. Prison à vie. Robben Island devient sa nouvelle adresse. Une île battue par le vent à quelques kilomètres du Cap. Là-bas, Mandela casse des pierres sous un soleil brûlant. Ses geôliers l'humilient, le privent de visites, de lettres. Mais à chaque humiliation, il répond par la discipline. Il s'impose une routine stricte. Lecture, sport, méditation, apprentissage du droit. Et petit à petit, il devient un leader. Même en prison, les gardiens finissent par le respecter. Les plus jeunes prisonniers l'appellent Tata, père en Xhosa.
Ce qui devait le briser finit par le forger. Le monde change. Les années 1980 voient tomber les dictatures, se fissurer les empires coloniaux, et l'Afrique du Sud, isolée, sent la pression monter. Les sanctions économiques pleuvent. Les manifestations explosent. Même certains Blancs commencent à douter du bien fondé de l'apartheid. En 1990, après 27 ans de détention, le gouvernement finit par céder. Les images de Mandela, marchant main dans la main avec sa femme Winnie, font le tour du monde. Il a 71 ans, et pourtant dans son regard, on voit toujours la même flamme. Il aurait pu prêcher la vengeance. Mais non, il choisit le pardon. Et surtout, la négociation. Avec de Klerk, le président blanc, il entame un dialogue historique pour démanteler pacifiquement l'apartheid. Deux hommes que tout oppose, réunis par la lucidité. 4 ans plus tard, en 1994, l'Afrique du Sud vit ses premières élections multiraciales. La file d'attente fait des kilomètres. Des gens qui n'avaient jamais voté de leur vie patientent pendant des heures, en larmes. Et ce jour-là, Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. Mais son combat ne s'arrête pas à la victoire. Son véritable défi, c'est de réunir un pays divisé, d'apaiser la colère des uns sans rallumer la peur des autres. Pour cela, il crée la Commission Vérité et Réconciliation. Une idée révolutionnaire. Au lieu de punir, on écoute. Les bourreaux peuvent témoigner, à condition d'avouer toute la vérité. Les victimes, elles, sont enfin entendues. C'est imparfait, souvent douloureux. Mais c'est une première étape vers la guérison. En 1999, Mandela quitte le pouvoir, après un seul mandat, un geste rare, presque iconique. Il pourrait rester. Mais il sait que la démocratie se mesure à la capacité de laisser la place. Il consacre ses dernières années à des causes universelles. L'éducation, la lutte contre le sida, la paix entre les peuples. Il devient un symbole vivant de réconciliation mondiale. Mais derrière la légende, il reste un homme. Il connaît la douleur, les échecs, les critiques. Son mariage avec Winnie s'effondre, sa santé décline, et pourtant, jamais il ne se détourne de son idéal. Il meurt en 2013, à 95 ans. Des millions de Sud-Africains lui rendent hommage en dansant, en chantant, comme pour célébrer non pas sa mort, mais la lumière qu'il a laissée. Sa vie nous apprend que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur, et que la grandeur, ce n'est pas d'être parfait, c'est de choisir la bonté, encore et encore, même quand tout pousse à la haine. Mandela a prouvé qu'un seul homme, armé de patience et de conviction, peut transformer une nation entière, et que la vraie victoire, ce n'est pas de vaincre ses ennemis, c'est de ne pas leur ressembler. Merci d'avoir suivi cet épisode sur les sables du temps. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.